Il est 13h01, on laisse l'actualité de côté et on accueille cet ouvrage, Anamnèse. C'est votre deuxième roman, Salvatore Mini. Bonjour. Bonjour Katharina. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes en pleine présentation de cet ouvrage un peu partout. Alors quels sont les échos que vous obtenez? Ils sont positifs, ils se vendent bien, donc je suis heureux. Vous avez déjà eu un premier ouvrage, Claustration, qui a valu vraiment une très bonne presse, notamment dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur Internet et surtout dans les librairies. Vous êtes particulièrement apprécié des libraires. Ça, Salvatore Mini, ça vous touche, j'imagine. Évidemment, ça fait plaisir. Je suis débutant, donc ça réchauffe le cœur de voir les libraires me soutenir. Alors, ce qui réchauffe un peu moins le cœur, c'est le caractère très sombre de vos ouvrages. Ce sont des romans psychiatriques. Bon, moi, j'avoue, c'est vraiment ma cam, si on peut s'exprimer ainsi. J'ai une petite collection de films d'horreur chez moi. J'adore les romans à suspense, les romans noirs. Et ici, on peut le dire, il y a vraiment des scènes très sanglantes, voilà, disons-le ainsi. Pourquoi ça vous intéresse tellement d'aller puiser comme ça dans la psychologie des personnages? Ne parlez pas tout de suite du pitch, ça, on en parlera juste après. D'accord. En fait, je pense que c'est une matière qui m'a toujours intéressé. Je suis diplômé en traduction, mais j'ai beaucoup hésité avec des études de psychologie. C'est loin tout de même. C'est loin, c'est complètement opposé, mais je suis plein de contradictions de toute façon, donc voilà. Et je pense que c'est une manière d'équilibrer les choses, puisque finalement j'ai choisi la traduction. Et j'aime justement aller triturer le cerveau de mes lecteurs, de faire souffrir psychologiquement mes personnages. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. J'aime que le lecteur soit perdu, enfin aussi perdu que mes personnages, qu'il connaisse l'oppression, qu'il ressente l'oppression de mes personnages, la confusion de mes personnages, qu'il se pose 36 questions. Ça, j'adore. Et là, pour le coup, vous y arrivez très bien, parce que c'est vrai qu'au début de l'ouvrage, on est vraiment comme Marie, Marie qui est la protagoniste, on est perdu. On ne sait plus si ce qu'elle vit est vrai, si ce qu'elle entend est vrai. Elle est victime d'hallucinations auditives, elle fait des cauchemars qui l'empêchent de dormir. Donc finalement, la frontière est très mince. Et personnellement, je me suis même retrouvée parfois dans ce personnage, parce que je trouve qu'on a tendance à faire des rêves. Alors moi, ils sont pas aussi sanglants que Marie, mais quand on se réveille, on a tellement l'impression que ça a existé qu'en cours de journée, on a parfois même envie de dire « Ah oui, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Ah non, ça c'était dans mon rêve, c'était pas la réalité. » Et donc ici, voilà, vous jouez vraiment avec cette frontière. Alors, en quelques mots, le pitch, donc Marie, qui est une psychiatre, donc elle-même est censée très bien reconnaître les maux dont elle est victime, et pourtant, elle le dira à plusieurs reprises, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, et donc elle arrive très peu à comprendre sa propre situation. Et Marie vit des rêves chaotiques, des rêves cauchemardesques, extrêmement sanglants. Mais ce sont des rêves qui peuvent s'avérer réalité dans certaines autres scènes que l'on voit, avec notamment Jack Lee. Jack Lee qui est un personnage tout à fait frustré, effrayant, colérique. Jack Lee, lui, il a perdu sa femme et son enfant, sa fille, et ça l'a totalement chamboulé. Donc, a priori, le fait d'avoir perdu sa femme et sa fille, on fait en sorte que les codes sont totalement chamboulés. On ne sait plus si on peut faire le mal, faire le bien. Finalement, pourquoi ne pas faire le mal si on a tout perdu? Donc voilà, vous dressez comme ça le portrait très progressivement de certains personnages que l'on va rencontrer, mais on ne va pas se mentir, au début de l'ouvrage, ne perdez pas le fil, vous êtes perdu, parce qu'il y a des noms dans tous les sens, et puis on comprend, ah là c'est lié à ça, c'est lié à ça. Donc c'est vraiment une fresque sanglante que vous nous proposez, mais on s'y invite avec beaucoup de frissons. Comment vous avez construit cette nouvelle histoire? Parce qu'après un premier succès, il y a évidemment la crainte de la page blanche, mais là ça va. On a l'impression que vous avez eu beaucoup de facilité à dresser ces différents portraits. Oui, c'est vrai que j'avoue que la crainte de la page blanche est là, elle existe, mais en pratique, elle n'existe pas. Donc dans ma tête, je me dis, oulala, est-ce que je vais parvenir à écrire quelque chose? Ici, Anamnèse vient d'être publié, je suis déjà en train d'écrire le 3e, donc ça tourne bien. Je suis parti en fait d'un constat, je pense que c'est un constat que tout le monde fait. Que se passe-t-il? Comment réagit un personnage, une personne, à un choc émotionnel? Certains deviennent violents, d'autres muets, d'autres... Voilà, moi par exemple, j'attrape des acouphènes, c'est bizarre, mais voilà. Et donc je me suis dit, tiens, comment mon personnage à moi pourrait réagir à un choc émotionnel? Donc je ne pense pas trop dévoiler en disant que Marie a eu effectivement un choc émotionnel étant enfant, et son inconscient la rappelle à l'ordre sans arrêt. Et on sent bien qu'elle veut comprendre les choses, mais il y a une part d'elle qui essaie d'étouffer tout ça justement, de continuer à cacher la réalité, puisqu'elle va vite se rendre compte que sa vie est basée sur plusieurs mensonges. Et donc ce choc émotionnel
qu'elle a eu quand elle était enfant en est la base. On a peur d'en dire trop. Oui. Hein. J'ai envie de réagir et puis on a toujours peur d'en dire un petit peu trop. Parlez-nous des personnages que vous avez eu envie d'inviter dans ce roman. Il y a Marie, qui effectivement est psychiatre et elle rencontre tout au long de sa journée des personnalités tout à fait bouleversées, bouleversantes. Et puis il y a les autres. Il y a Paul, il y a François, il y a Jack. Donc il y a Monsieur Lee, donc Jack Lee, lui je pense que c'est le personnage le plus effrayant du bouquin. Parce qu'on se dit, là je me suis dit, que peut provoquer la perte d'une épouse et d'un enfant chez l'être humain? C'est simplement cette question-là que je me suis posée. Et voilà, il devient violent, il perd un petit peu ses repères, il ne sait plus très bien ce qui est bien, ce qui est mal, comme vous disiez il y a quelques instants. Et il s'intéresse d'un peu trop près à Marie, parce que ça va devenir son obsession. Et donc elle va devoir gérer également ça. Hein, mes personnages ont pas mal de casseroles derrière eux. Et voilà, donc elle est entourée également de Sophie, qui est sa meilleure amie et assistante. À un moment donné, on va se rendre compte que c'est pas une si bonne amie que ça, mais bon, voilà, encore une fois, je peux pas en dire de trop. François, son frère, elle est très très proche de son frère et il tente de l'aider. Est-ce qu'il va y parvenir? Voilà. Il y a un autre intervenant, c'est Shiva. Shiva, oui. Là, ça, c'est ma petite touche asiatique. Je suis fasciné par l'Asie. D'ailleurs, j'ai un tatouage, justement, du fils de Shiva sur le bras. Oh, vous allez me faire peur, alors. Qui est Ganesh. Oui, j'avais envie de mettre une petite touche asiatique et aussi peut-être ésotérique pour déjà apprendre au lecteur, parce que tout le monde ne sait pas qui est Shiva. Hein, parce que justement, je parlais de contradiction là tout à l'heure, et c'est clairement un dieu dualité en tant que telle. Exactement, c'est à la fois le dieu de la destruction et à la fois le dieu de la renaissance, donc de la reconstruction, d'un nouveau monde, etc. Donc Jack Lee se pense être, comment je vais dire, le messager. Oui, le messager, on va dire ça. Une question que j'ai toujours eu envie de poser aux auteurs qui nous proposent des fresques comme ça, psychanalytiques. Comment on travaille là-dessus? Comment on s'intéresse? On s'assure que tout soit... Bon, moi, je ne suis pas psychiatre, donc je ne sais pas dire si... J'ai peur d'en dire trop maintenant, mais je ne peux pas dire si tout peut être réaliste. Comment vous vous êtes entouré pour ces ouvrages? En fait, ma méthode de travail est très très simple. Elle étonne toujours pas mal de monde parce que je m'installe à l'ordinateur. Un personnage s'invite et il veut parler, donc je le laisse parler. Il se retrouve dans une situation, il me donne la situation et moi j'essaie de comprendre pourquoi il se trouve dans cette situation-là. Donc c'est presque comme si j'étais possédé par ce personnage. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça. On comprend mieux maintenant certaines choses. Et donc j'écris, librement. Je laisse vraiment les personnages s'exprimer les uns après les autres. Et à la fin, quand j'ai le mot « fin », je fais tout pour ne pas connaître la fin moi-même. Je veux que les personnages me surprennent. Je vais faire une arborescence pour être sûr que tout soit bien cohérent, que je n'ai pas dit trop de bêtises d'un chapitre à l'autre. Et alors, j'ai la chance d'avoir ma nièce par alliance qui est psychologue, à qui j'ai fait relire certains passages en disant « Est-ce que je ne dis pas trop de bêtises ?» Et est-ce que c'est grave de dire des bêtises quand on s'invite comme ça dans un univers qui, a priori, n'est pas le nôtre? Puisque c'est un roman. Oui, ça reste une fiction, donc oui, à la limite, on pourrait partir dans tous les sens. Mais alors, ce serait plus un thriller psychologique, ce serait plutôt un thriller dystopique. Et je tiens à ce qu'il y ait quand même un minimum de crédibilité dans ce que je dis. Est-ce que vous allez en rester à ce style de roman? Ça vous plaît? Vous avez encore l'impression d'avoir une série de choses à explorer? Ou vous auriez envie de faire un roman à l'eau de rose, un de ces quatre? Non, j'ai essayé. Parce qu'on me pose souvent la question, tiens, pourquoi le thriller? Pourquoi le thriller psychologique? J'ai essayé d'écrire des nouvelles un peu plus joyeuses. Elles commencent joyeusement, elles se terminent toujours très très mal. Donc, avec des rêves et des cauchemars. Des rêves, des cauchemars, des maladies, des deuils, enfin tout ça. Donc je crois que, encore une fois, on est tous, je le dis souvent, traumatisés d'une certaine manière, parce qu'on perd toujours un proche, on vit des situations difficiles, donc j'ai la chance, j'ai envie de dire, en tant qu'artiste, de pouvoir m'exprimer à travers mes romans. J'ai pas vécu ce que Marie a vécu, hein, mais tout est exacerbé, évidemment, pour en faire un thriller psychologique et bien faire frissonner le lecteur. Mais oui, il y a pas mal de nous de moi en tout cas, dans les situations. Par exemple, je vais citer cet exemple-là. Il y a un cauchemar que fait Marie quand elle est dans la piscine, au fond de l'eau, et une force invisible la retient. C'est un cauchemar que ma sœur m'a raconté. Donc tout ce qu'on peut me dire peut se retrouver, parce qu'on est
de vraies éponges. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire des rêves et à mon avis, les rêves de tous ne sont pas très commodes. Ah non, on se pose quand même une autre question et c'est une question que je me suis aussi très souvent posée. Je me dis mais pourquoi je m'inflige ça quand je regarde un film d'horreur et les spectateurs qui sont aussi des adeptes, à mon avis, comprendront ce que je veux dire. On regarde le film d'horreur, on se dit mais pourquoi alors on regarde comme ça en se cachant les mains. Quand on lit ça, bon, il y a vraiment des passages où on y va, voilà, je fais un geste et on essaiera de comprendre comme ça. Et on se demande mais pourquoi je lis ça, mais on a envie de continuer, on a envie de lire. À votre avis, qu'est-ce qui séduit tellement dans ce style thriller psychologique? Et c'est pas uniquement le polar, c'est vraiment un thriller psychologique qui va très très loin dans les extrêmes sanglants. Mais je pense que le lecteur, l'être humain en général, est fasciné. Fasciné à la fois par la mort, à la fois par la folie. Je pense que, à part les psychologues qui nous écoutent, qui nous regardent, personne ne comprend rien. Peu de monde comprend la psychologie humaine, peu de monde sait à quel point c'est compliqué. Et je pense que ça suscite une fascination, simplement. Il suffit de voir Halloween, par exemple. Halloween a de plus en plus de succès dans nos contrées, parce que je pense que l'être humain aime le côté morbide, aime se faire peur, sortir un petit peu du quotidien. Et puis, il faut dire aussi que quand on voit des personnages se délester de toutes les normes sociales et se dire, bon, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Ça fait du bien. On se dit, mais moi, si vraiment je ne risquais pas d'aller en prison pour tel ou tel, est-ce que je ne m'y risquerais pas? Voilà, ça, c'est aussi des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui m'empêche de faire du mal à mon prochain? Est-ce que ce sont les normes sociales? Est-ce que ce sont mes valeurs? Et tout ça, je trouve que c'est des questions que vous posez aussi, parce qu'à un moment, on a tendance à se dire, si... Bon, maintenant j'ai peur d'en dire trop aussi. S'il lui est arrivé tout ça, effectivement, pourquoi est-ce qu'il ne se ferait pas plaisir à se laisser aller à toute une série d'actes morbides? En fait, c'est finalement faire prendre conscience au lecteur que ça peut arriver à n'importe qui. On peut tous perdre un proche, on peut tous, comment dire ça poliment, péter un câble. C'est humain, on l'oublie. On est tous humains. Combien de fois on s'est dit... Chacun d'entre nous ne se dit pas « Oh, si j'avais un flingue Voilà, je pense que c'est humain. Après, évidemment, il y a notre éducation, notre morale qui fait que, non, on ne fait pas de mal à son prochain, etc. Donc c'est une manière, je pense que si je suis aussi équilibré et souriant, c'est parce que justement, j'exorcise tout ça à travers mes romans. Donc il faut soit écrire des romans polar, thriller, soit les lire. Voilà, ça c'est une bonne façon d'exorciser. Salvatore Mini, il nous reste quelques minutes. Où peut-on vous retrouver prochainement, puisque vous êtes en pleine promotion de cet ouvrage? Oui, donc très très prochainement, c'est-à-dire samedi qui vient au salon Charbon Noir à Rimbaudcourt, dans le nord de la France. J'y serai à partir de 10h. Et ensuite, un peu plus proche de chez nous, à la FNAC Bruxelles, à City 2, dimanche, à partir de 11h. Donc, une dernière information qu'on m'a glissée juste avant l'interview, c'est votre attaché de presse qui fait ça très très bien. On m'a dit que vous étiez finaliste des prix, mais alors je ne sais pas lire la suite. Le prix des lecteurs club. Voilà, le prix des lecteurs club. J'ai appris cette excellente nouvelle il y a maintenant une semaine et demie. C'est presque plus agréable pour un auteur de recevoir un prix du lecteur que de recevoir même un prix des libraires. Ah, c'est sûr, c'est sûr. L'objectif étant de plaire au lecteur. Après, on aime ou on n'aime pas une œuvre, ça c'est sûr. La seule chose, moi, qui m'importe, c'est que les personnes me parlent de leurs sentiments, ce qu'ils ont ressenti. Est-ce qu'ils ont ressenti l'oppression, la tristesse, le chagrin de chacun de mes personnages? Alors là, j'aurais atteint mon objectif. Qu'on aime ou on n'aime pas, c'est pas le plus important. Qui peut ou qui doit lire Anamnèse? Tout le monde, tous les Belges. Il ne faut pas avoir une petite prédisposition au thriller? Tous ceux qui aiment Maxime Chatham, Dean Koontz, Franck Tillier, je pense que c'est le bon public. Salvatore Mini, vous étiez notre premier invité culturel de cet après-midi. Un vrai plaisir. Merci. Un plaisir aussi de vous lire, mais ce serait bizarre de dire que c'est un plaisir parce qu'on voit beaucoup de noir dans cet ouvrage. Anamnèse pour un deuxième roman très réussi. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous